Nous allons commencer par quelques généralités, puis nous étudierons l'histologie du tissu adipeux uniloculaire et celle du tissu adipeux multiloculaire. Les tissus adipeux sont des tissus conjonctifs spécialisés dans lesquels les cellules graisseuses, les adipocytes, prédominent. Il existe deux types de tissus adipeux. Le tissu adipeux uniloculaire ou graisse blanche, le tissu adipeux multiloculaire ou graisse brune. Les adipocytes de ces deux types de tissus adipeux présentent des différences morphologiques et fonctionnelles marquées, mais tous les deux sont très riches en vaisseaux et possèdent une innervation importante. Chez l'homme adulte, le tissu adipeux est représenté quasi exclusivement par la graisse blanche. La graisse brune, présente pendant la période fœtale, disparaît presque complètement dans les premières années de la vie. Nous allons commencer par étudier l'histologie du tissu adipeux uniloculaire. Le tissu adipeux représente normalement 15 à 20% du poids du corps chez l'homme, 20 à 25% chez la femme. Les adipocytes sont disposés soit en amas dans le tissu conjonctif non spécialisé, soit en grands agrégats de tissus conjonctifs spécialisés où les adipocytes sont majoritaires dans le tissu adipeux. Le tissu adipeux uniloculaire constitue le plus grand réservoir d'énergie de notre organisme puisque 95% de cette énergie y est stockée sous forme de triglycérides ou triacylglycérol. Les autres réserves d'énergie se situent dans le foie et les muscles sous forme de glycogène. Ce réservoir est très efficace car les triglycérides ont une densité plus faible et une valeur calorique plus forte que celle du glycogène. Sa couleur varie du blanc au jaune en fonction de l'alimentation. La couleur jaune est due à la présence de caroténoïdes apportés par l'alimentation. La distribution du tissu adipeux uniloculaire varie en fonction de l'âge et du sexe. On observe 4 localisations principales. Le canicule adipeux ou tissu graisseux sous-cutané est situé principalement au niveau du haut du ventre, de la nuque et des épaules chez l'homme. Cette répartition est dite androïde. Chez la femme, il a une répartition dite gynoïde. On le retrouve principalement au niveau des hanches, des cuisses et des fesses. Le tissu adipeux viscéral est situé au niveau des régions profondes, mésentère, épiplomb. Le tissu adipeux de soutien se situe au niveau des orbites, des plantes des pieds et des paumes des mains. Enfin, une petite quantité de tissu adipeux appelé moelle jaune est présente au niveau des canaux médulaires des os longs et des cavités du tissu osseux spongieux chez l'adulte. Les cellules du tissu adipeux uniloculaire sont des cellules sphériques quand elles sont isolées, polyédriques quand elles sont tassées les unes contre les autres au sein du tissu adipeux. Leur diamètre est de l'ordre de 50 à 150 micromètres. Il existe une fine couronne de cytoplasme entourant une grande vacuole centrale remplie de graisse, donnant un aspect de bague à chaton à la cellule. Le cytoplasme représente environ 2% du volume de la cellule. Le noyau est donc excentré et aplati, entouré de cytoplasme et accompagné, comme le montre la microscopie électronique, de l'appareil de Golgi, de mitochondries, de réticulum endoplasmique rugueux, de réticulum endoplasmique lisse et de vésicules de pinocytose. Chaque adipocyte est entouré par une lame basale
doublées par des fibres de réticuline qui forment une corbeille autour des adipocytes. Au sein du tissu adipeux uniloculaire, les cellules sont polyédriques, organisées en lobules incomplets, subdivisées par des cloisons conjonctives fines. Les cloisons contiennent des fibroblastes et des macrophages, mais aussi de nombreux vaisseaux et terminaisons nerveuses, fibres amyéliniques sympathiques, noradrénergiques, qui cheminent jusqu'aux adipocytes au sein du réseau de fibres de réticuline. La vascularisation et l'innervation sont importantes. Sur les préparations histologiques de routine, la vacuole lipidique des adipocytes apparaît optiquement vide et le tissu adipeux a un aspect alvéolaire ou grillagé, car les lipides sont dissous par les alcools, xylène ou toluène, utilisés lors de la déshydratation puis de l'inclusion du tissu en paraffine. Des procédés de congélation tissulaire permettent de conserver les lipides et de les visualiser en microscopie optique par des colorants appropriés comme le noir Soudan ou le rouge Soudan par exemple. Nous allons à présent étudier l'histogénèse de ces tissus. L'adipocyte se développe à partir de cellules souches mésenchymateuses qui se différencient en adipoblastes, appelés aussi lipoblastes, puis en pré-adipocytes. L'adipoblaste, d'aspect fibroblastique, est capable d'accumuler des graisses. Les accumulations lipidiques sont d'abord isolées, puis fusionnent au sein de la cellule. Selon sa localisation, le tissu adipeux uniloculaire joue plusieurs rôles. Le tissu adipeux du panicule adipeux représente le principal lieu de réserve énergétique, mais il a aussi une fonction d'isolant thermique, puisque c'est un très mauvais conducteur de la chaleur, d'amortisseur de choc, et il devient un caractère sexuel secondaire à l'adolescence, sous l'effet de la production des hormones gonadiques et surrénaliennes. Le tissu adipeux viscéral remplit les espaces entre les organes et participe à fixer leur position. Il possède aussi un rôle métabolique important. Grâce à sa localisation privilégiée en amont du foie, ses faibles réserves énergétiques sont utilisées dans les situations de stress métabolique aigu, lorsqu'une disponibilité immédiate d'énergie est nécessaire. Le tissu adipeux de soutien ne participe que très peu à la réserve énergétique. Il a un rôle d'amortisseur de choc au niveau de la plante des pieds et de la paume des mains, et il joue un rôle dans l'oculomotricité au niveau de la graisse périorbitaire. Le tissu adipeux de la moelle osseuse occupe les canaux médulaires des os longs et les cavités du tissu osseux spongieux chez l'adulte, l'activité hématogène de la moelle se situant essentiellement au niveau des os plats. Cette moelle jaune non hématogène comporte, en plus des adipocytes, des macrophages, des fibroblastes et des cellules souches. Ces dernières pouvant, si nécessaire, proliférer et donner naissance à des cellules de la lignée myéloïde qui pourront participer à la régénération d'une moelle rouge. La lipogénèse est la synthèse des lipides dans l'adipocyte. Elle s'effectue à partir des triglycérides et du glucose venant de l'alimentation. Les triglycérides d'origine alimentaire et les triglycérides synthétisés par le foie parviennent au tissu adipeux par voie sanguine sous forme respectivement de chylomicrons et de VLDL.
Le glucose pénètre dans l'adipocyte par diffusion facilitée. 2 protéines servent à le transporter. GLUT1 au niveau de la membrane plasmique et GLUT4 au niveau des vésicules intracytoplasmiques. Les lipides peuvent aussi être synthétisés à partir de glucose dans l'adipocyte, dans le cas d'une alimentation riche en glucides. Les chylomicrons et les VLDL sont hydrolysés au niveau de la surface des cellules endothéliales des capillaires sanguins situés à proximité des adipocytes par une enzyme, la lipoprotéine lipase, qui est synthétisée par l'adipocyte puis transférée à la cellule endothéliale. Les acides gras générés traversent les structures situées entre la paroi capillaire et le cytoplasme adipocytaire, où ils forment des vésicules de pinocytose. Ces acides gras se combinent ensuite dans la cellule au glycérol 3-phosphate, produit intermédiaire du métabolisme du glucose, pour former les triglycérides qui sont déposés dans des gouttelettes et stockés dans la vacuole lipidique. L'insuline stimule la transcription du gène codant pour le GLUT4. Elle augmente ainsi le stockage des lipides dans la cellule. Le GLUT1, quant à lui, participe à l'entrée basale, c'est-à-dire non insulinodépendante, du glucose dans les adipocytes. La lipolyse est l'hydrolyse des triglycérides. Cette mobilisation des lipides est régulée par des mécanismes nerveux et hormonaux et aboutit à la libération dans le sang d'acides gras non estérifiés et de glycérol. La stimulation nerveuse par les terminaisons sympathiques cholinergiques ou hormonales, par les catécholamines issues de la médulose surrénale, les hormones thyroïdiennes ou l'hormone de croissance des récepteurs bêta-3 adrénergiques situés sur la membrane des adipocytes entraînent l'activation d'une lipase hormonosensible. Cette enzyme hydrolyse les triglycérides situés en périphérie de la vacuole lipidique en acides gras et glycérol. Le glycérol, qui est soluble, reste libre dans le sang et est capté par le foie. Les acides gras, relativement insolubles, sont associés à l'albumine sérique et peuvent être transportés vers d'autres cellules où ils sont utilisés à des fins énergétiques. En cas de besoin, quand les réserves de glucides sont épuisées, lors du jeûne, des efforts ou de la lutte contre le froid, ce sont essentiellement les réserves situées dans le panicule adipeux et au niveau des viscères qui seront utilisées. Ce mécanisme intervient aussi afin de permettre un renouvellement permanent des réserves de l'organisme. Le tissu adipeux uniloculaire est en continuel remaniement. Il a une grande sensibilité aux stimulations nerveuses et hormonales. En effet, l'adipocyte possède des récepteurs pour différentes hormones qui modulent la mobilisation et la libération des graisses. Ainsi, la libération locale de noradrénaline stimule la libération de graisses de réserve dans le sang. Elle a une action pro-lipolytique, alors que l'insuline stimule le stockage des lipides dans les adipocytes. Elle a une action anti-lipolytique. Les adipocytes synthétisent un grand nombre de molécules contrôlant le métabolisme lipidique, la prise alimentaire ou encore la réponse immunitaire. Ces cellules ont notamment une fonction endocrine en synthétisant la leptine. Hormone de la satiété, elle agit sur l'hypothalamus pour réguler l'appétit. Elle active la voie anorexigène, coupe-faim, et inhibe les voies orexigènes, ouvrant l'appétit.
La leptine agit aussi sur le pancréas endocrine en inhibant la production d'insuline. Leptine est le produit du gène OB. Les souris chez lesquelles ce gène a été inactivé, souris OB-, présentent une obésité génétique, comme vous pouvez le voir sur la diapositive. Calcul de l'IMC, indice de masse corporelle, permet d'estimer la proportion de tissu adipeux chez l'adulte en divisant le poids exprimé en kilogrammes par le carré de la taille exprimé en mètres. Une valeur normale est comprise entre 18,5 et 24,9. En cas de maigreur, cette valeur est inférieure à 18,5. En cas de surpoids, elle est comprise entre 25 et 29,9. Et en cas d'obésité, elle est supérieure à 30. De nombreux travaux de recherche ont montré que le tissu adipeux a une plasticité cellulaire très importante. L'augmentation du tissu adipeux telle qu'elle est observée chez les obèses est liée en partie à l'augmentation de la taille des adipocytes, ou hypertrophie, et en partie à l'accroissement de leur nombre, ou hyperplasie. Cette hyperplasie est reliée à la prolifération et à la différenciation des cellules précurseurs, les cellules souches mésenchymateuses, en adipocytes. Ainsi, contrairement à l'ancienne théorie, les capacités de multiplication et de différenciation cellulaire des cellules adipeuses uniloculaires persistent tout au long de la vie. En cas de balance énergétique positive, les cellules s'adaptent d'abord en s'hypertrophiant, puis dans un deuxième temps, elles deviennent hyperplasiques. Les adipocytes auraient une taille maximale à partir de laquelle ils se mettraient à proliférer. De plus, le stockage s'effectuerait d'abord au niveau du panicule adipeux, puis au niveau de la graisse viscérale. Sur le plan clinique, l'excès de tissu adipeux viscéral, estimé par la mesure du tour de taille ou un IMC supérieur à 30, et non pas l'excès de graisse sous-cutanée, est aujourd'hui reconnu comme étant associé au syndrome métabolique. Le syndrome métabolique associe à une obésité au moins deux des facteurs suivants: taux élevé de triglycérides, faible taux de cholestérol HDL, hypertension artérielle, taux élevé de glycémie veineuse, entraînant un risque cardiovasculaire accru. Les personnes atteintes de ce syndrome sont exposées à un risque 2 fois plus élevé de subir une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral et à un risque 2 fois plus élevé d'en mourir. Nous allons à présent étudier l'histologie du tissu adipeux multiloculaire. Les adipocytes du tissu adipeux multiloculaire sont caractérisés par l'existence de plusieurs vacuoles lipidiques et de nombreuses mitochondries. Quand le tissu adipeux multiloculaire est stimulé, il transforme l'énergie chimique stockée en chaleur. Il est appelé aussi graisse brune. Sa couleur étant due à la grande quantité de cytochrome contenu dans les très nombreuses mitochondries de ces adipocytes et au très grand nombre de capillaires qui l'irriguent. Chez le nouveau-né, il représente 2 à 5% du poids du corps et se situe notamment autour des reins, des surrénales, au niveau de la paroi latérale de l'abdomen, du cou et des gros vaisseaux et autour du cœur. Sa distribution est très limitée chez l'adulte, à proximité des surrénales, le long de la colonne vertébrale et sous les clavicules.
Microscopie optique, les cellules adipeuses apparaissent polygonales, plus petites que les adipocytes uniloculaires puisqu'elles font environ 30 micromètres de diamètre. Leur cytoplasme contient un grand nombre de gouttelettes lipidiques de dimensions variables. Le noyau est excentré, sphérique. La microscopie électronique met en évidence de nombreuses mitochondries avec des crêtes abondantes et longues. Comme pour le tissu adipeux uniloculaire, le tissu adipeux multiloculaire est richement vascularisé et innervé. Des cloisons conjonctives délimitent des lobules. Elles contiennent des vaisseaux sanguins et lymphatiques, ainsi que des fibres nerveuses sympathiques. Chaque lobule renferme de nombreux adipocytes multiloculaires, tassés les uns contre les autres et liés par un fin réseau de tissus réticulaires contenant de très nombreux capillaires et des fibres nerveuses sympathiques. Les cellules mésenchymateuses à l'origine des adipocytes multiloculaires donneraient naissance à un type d'adipoblaste puis de préadipocyte différent de celui se différenciant en tissu adipeux uniloculaire. Ces cellules accumulent de nombreuses gouttelettes lipidiques et s'associent en une structure proche de celle d'une glande endocrine. Après la naissance, il n'y aurait plus de formation de tissu adipeux multiloculaire. Chez l'adulte, le tissu adipeux multiloculaire subirait une évolution morphologique le rapprochant du tissu adipeux uniloculaire sans qu'il n'y ait de véritable transformation de tissu adipeux multiloculaire en tissu adipeux uniloculaire, car dans certaines conditions pathologiques, comme la famine ou une maladie atrophiante, le tissu adipeux multiloculaire reprend son aspect classique. Le rôle physiologique du tissu adipeux multiloculaire est la fourniture de chaleur chez le nouveau-né, permettant le maintien de la température centrale. Le mécanisme de cette production de chaleur est appelé thermogénèse sans frisson, et il s'oppose au frisson généré par l'activité de thermogénèse musculaire. Chez les animaux en fin de période d'hibernation ou chez le nouveau-né exposé au froid, des impulsions nerveuses libèrent des catécholamines dans le tissu adipeux multiloculaire. Ces catécholamines vont aller se fixer sur les récepteurs bêta-3 adrénergiques situés sur les cellules adipeuses, entraînant l'activation de la lipase hormonosensible et l'hydrolyse des triglycérides présents dans les vacuoles lipidiques en acides gras et glycérol. Les acides gras sont ensuite métabolisés, oxydés, dans les mitochondries des adipocytes, ce qui provoque une augmentation de la consommation d'oxygène et produit du gaz carbonique et une grande quantité de chaleur grâce à une protéine mitochondriale, la thermogénine ou UCP1. Cette protéine est un canal à protons qui permet le retour des protons transportés antérieurement dans l'espace intermembranaire sans passer par le système ATP synthétase, donc sans produire de l'énergie sous forme d'ATP comme c'est le cas habituellement dans les mitochondries. La thermogénine est donc une protéine découplante qui permet la désactivation de la phosphorylation oxydative dans les mitochondries. Ainsi, l'énergie produite par l'oxydation des acides gras dans les adipocytes n'est pas utilisée pour synthétiser de l'ATP, mais est dissipée en chaleur, comme un moteur de voiture que l'on ferait accélérer sans qu'aucune vitesse ne soit enclenchée et qui ne ferait ainsi que produire de la chaleur sans produire de mouvement. Le tissu adipeux augmente de température et comme il est très vascularisé, le sang est chauffé
et en circulant, il induit une augmentation de la température de l'ensemble du corps. L'hormone thyroïdienne T4 est indispensable à la thermogénèse sans frisson car elle induit la transcription du gène codant pour la thermogénine. Conclusion. Alors que le rôle du tissu adipeux uniloculaire est de stocker l'énergie sous forme de triglycérides, celui du tissu adipeux multiloculaire est de consommer l'énergie stockée et de la dissiper sous forme de chaleur. Le tissu adipeux brun est généralement peu développé ou peu actif dans les modèles animaux d'obésité. Cette inactivité pourrait diminuer l'oxydation des graisses et ainsi favoriser l'accroissement de l'adiposité. De nombreuses recherches portent donc sur la possibilité d'augmenter la quantité de tissu adipeux brun dans le corps afin d'augmenter la consommation d'énergie et non son stockage, ce qui pourrait permettre de combattre l'obésité et surtout les maladies qui lui sont associées.